tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'implique davantage pour mettre fin à la guerre et rendre effectif les retours de la paix dans le délai le plus bref. C'est ce qu'a indiqué le vice-premier ministre, de l'Intérieur, Jacques Chabani, à la fin de son itinérance dans le Nord Kivu. Suivez dans cet extrait choisi ici pour vous par Gisèle Olivier Toko. C'est une mission d'itinérance principalement à caractère sécuritaire. Vous-même, vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République et Madame son Excellence la Première ministre ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil national de défense depuis bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir-là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles. Ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir à ce que dans les jours qui viennent, selon aussi que les conditions sécuritaires vont le permettre, on puisse arriver à l'exécution de la volonté des résolutions de la table ronde sur l'état de siège. Bon, les Wazalendou, on les appelle officiellement les VDP, les volontaires, patriotes. Le président de la République avait pris en son temps, avait initié un projet de loi qui a été voté sur la RAD. Maintenant, à son niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait pour l'effectivité de l'application de cette loi-là. Et je crois que c'est ça qui va permettre une bonne prise en charge de ces concitoyens patriotes qui ont le souci de voir le territoire national protégé et les populations aussi protégées. Et puis parlons de cette intervention du porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, sur les antennes de TV5 Monde. Il a fermement dénoncé les actes de barbarie de l'armée rwandaise. Aussi a-t-il critiqué vivement les élections tenues à Kigali, les qualifiant de vase clos avec des candidats de l'opposition recyclés et sans mission d'observation. À Patrick Muyaya d'indiquer des clarifications étaient attendues de l'Ouganda après la publication du rapport de l'Organisation des Nations Unies qui pointe Kampala pour son soutien présumé au N23. Autre précision dans cet élément que nous proposons dans Chileka. Nous-mêmes, nos services nous ont donné des éléments. Interrogé sur le plateau de TV5 Monde au sujet du rapport des experts de l'ONU, mettant en lumière le rôle de l'Ouganda qui aurait laissé transiter par son territoire les troupes du M23, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, d'indiquer ce qui suit. Évidemment, nous-mêmes, nos services nous ont donné des éléments qui ont été corroborés par le rapport des experts des Nations Unies, mais il faut regarder un peu la situation en Ouganda avec la question interne, comment elle est abordée entre le père et les fils. De toute évidence, pour nous, nous avons
poser des questions, que ce soit au plan diplomatique, ma collègue des affaires étrangères s'en est assurée, que ce soit au plan militaire où le chef d'état-major général de nos forces armées a rencontré son homologue ougandais. Ici, les éléments qui sont abordés dans le rapport parlent justement de ces rôles, j'allais dire plus ou moins passifs, parce qu'on n'a pas parlé d'une arrivée massive de militaires. Nous attendons de la clarification, parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons par exemple de militaires ougandais qui décèdent à côté de militaires congolais dans le Grand Nord, en train de combattre les ADF qui sont des Ougandais au départ, et on ne peut pas comprendre que d'autre part, ils sont en mesure d'apporter un appui à un mouvement terroriste au Rwanda. Nous demandons évidemment de clarification. Au sujet des élections au Rwanda, Patrick Muyaya a indiqué que le Rwanda a connu des élections à vase clos avec 2 candidats de l'opposition recyclés sans aucune mission d'observation réputée. J'ai envie de rigoler tout à l'heure en début de ces journaux lorsque vous nous montriez des élections au Rwanda avec 2 candidats recyclés, des élections à vase clos. J'ai vu un observateur FPR, pas observateur Union européenne ou de toutes les grandes institutions électorales qui sont connues. C'est tout dire du contexte politique qu'il y a là-bas. Et malheureusement, c'est des contextes politiques avec des velléités expansionnistes qu'on exporte en République démocratique du Congo. Et puis les propos discourtois prononcés par Géco Beya de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux à l'endroit de Jean-Pierre Bemba, président national du mouvement de libération du Congo, ne laisse pas indifférent la dynamique Bemba Chilobo, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, chapeauté par Pascal Gauthier. Cet aspect montre au créneau pour condamner avec la toute dernière énergie ces comportements irresponsables de la part de Géco Beya. Regardez. Nous, cadres et militants de la dynamique Bemba Chilobo, coordination nationale, avons suivi de près et avec amertume à travers les images et vidéos diffusées dans les réseaux sociaux les propos diffamatoires tenus par un jeune du nom de Géco Beya, partisan et prétendant parler au nom d'un parti politique qui s'est dit démocratique et respectueux des lois de la République. Ce monsieur, jeune de son état, corrompu, s'est livré à qualifier sans preuve son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo, d'un militaire rebelle se disputant le poste du président du bureau du Sénat avec un autre candidat civil. Une position qui lui permettrait de saboter les efforts par lui-même fournis pour la réélection du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dynamique Bemba Chilobo condamne avec la toute dernière énergie ses comportements ignobles en lui rappelant que ni sa bande, personne, et en tout cas personne n'a le monopole de la violence sur toutes ces femmes. La dynamique Bemba Chilobo fortifie ses Wazalendo et l'ensemble du peuple congolais et leur demande une fois de plus de demeurer vigilants, de ne céder ni aux menaces ni à la provocation, surtout de ne pas se laisser distraire par des futilités et mensonges de la rue, mais de se concentrer sur la recherche de solutions aux vrais problèmes qui rongent les Congolais et de continuer plutôt à soutenir sans relâche, même providentiel, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui se bat pour l'intérêt général du peuple congolais, suivant la vision de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Nous demandons aux autorités du parti dont il prétend être membre de prendre des mesures qui s'imposent face à cet égarement qui dépasse toute mesure raisonnable. Le Wazalendo de Maïmato, très discipliné, suggère à M. Géco Beya de profiter de la gratuité de l'enseignement pour se rattraper. Car sans une bonne base et une meilleure éducation, beaucoup de choses lui échappent. Et puis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la communication, CESAC, a suspendu pour une durée de 80 jours M. Bruno Mibenga et Prince Kinana, tous acteurs politiques, l'un de Nouvel Élan
et l'autre d'Adolphe Mouzitou et l'autre de la CRD d'Mbosoko Diapanga. Il est reproché de s'être livré à la bagarre sur le plateau au cours d'une émission télévisée. Et puis, des réactions après la manifestation de la population de Butembo disant non à l'avancée des rebelles du M23, maître Achille Kapanga, notable du Nord Kivu, d'indiquer que cette action visait à interpeller la conscience de la communauté internationale qu'internationale face à la souffrance de la population civile victime des atrocités des groupes armés dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. Ce qui s'est passé hier à Butembo, quand le peuple a manifesté, c'était une façon de dire au monde entier, aux autorités du pays, comme quoi on en a assez avec la guerre. Depuis que l'AFDEL est entrée, donc depuis 1997, la partie est de notre pays souffre des actes atroces. Il s'en est encore ajouté un peu de trop avec les ADF qui pillent, qui égorgent, qui font tout ce qu'ils peuvent faire. Finalement, le peuple dit que non, autorité, comprenez-nous. Vous avez tous les mécanismes entre vos mains afin de mettre fin à cette histoire. Le président de la FEC l'a même précisé qu'il y a des effets collatéraux de la guerre qu'il faut éviter. Tout cela mis ensemble, je pense qu'il est grand pour l'autorité de comprendre que ce message, c'est un message fort, un message de douleur, que le peuple adresse aux autorités pour les dispositions qui doivent être prises afin de mettre fin à cette tuerie. En dehors de ça, on a vu un mouvement de militaires ougandais qui allait vers Mangoréji, va passer par Butembo. Ça a essayé un peu de faire peur à la population. Néanmoins, comme nous savons que l'ADF est l'ennemi commun de l'Ouganda et du Congo, surtout que c'est un ennemi de l'Ouganda, mais qui fait des dégâts en RDC, l'UPDF a l'obligation, selon les accords, de les poursuivre. Voilà pourquoi nous encourageons cette poursuite-là. Il faut qu'on ait anéantir l'UPDF à Mangoréji, par là où l'ADF a pris asile, là où l'ADF a de commettre des actes. Où le peuple, la population doit collaborer avec les autorités pour voir comment accompagner cette opération-là. Et c'est important comme ça. Nous pensons que le message est bien capté et que on attend les résultats de la paix, pas autre chose. Et puis, dans les territoires des Massissi sur la route de Sakeminova, au moins 10 personnes, dont 5 enfants, ont été tués et autres blessés suite aux bombes larguées par le rebelle du M23 RDF à Bouéré-Mana. À ce sujet, la notabilité des Rutshuru appelle donc le gouvernement américain qui avait demandé la trêve à sanctionner plutôt l'armée rwandaise qui ne cesse d'endeuiller la population civile de la partie est de la République démocratique du Congo. Suivi à ce sujet, Aimé Mukonde au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambou, encore une fois de plus. À Bouéré-Mana, c'est lundi 15 juillet 2024. Plusieurs personnes sont mortes et d'autres sont blessées suite au bombardement aveuglé de l'armée rwandaise qui a largué des bombes dans la cité de Bouéré-Mana, située à 40 km à l'ouest de Goma, sur la route Sakeminova. Au moins provisoirement, le bilan est de 9 personnes mortes, parmi elles 5 AFA, et 5 autres sont blessés et plusieurs endommagements. Et cela, nous demandons une fois encore au gouvernement américain de sanctionner le Rwanda, vu que la trêve humanitaire a été décrétée, mais les RDF à leur tour n'ont pas respecté même une fois cette trêve humanitaire. Et même les humanitaires, le gouvernement américain, personne n'a amené même l'aide humanitaire aux déplacés. Nous avons plus de 2 millions de déplacés de guerre interne qui sont en province du Nord Kivu. Et nous demanderons à notre gouvernement d'être plus vigilant, vu que après cette trêve humanitaire, les choses risquent de s'empirer, puisque les RDF à leur tour, depuis la trêve humanitaire de 2 semaines, et se renforcent en hommes et en munitions. Et c'était même avant la prise de Kanyabayonga, les RDF avaient largué plus de 30 de bombes pour effrayer la population civile
Et cela, ces bombes avaient causé même des dégâts énormes. Et aujourd'hui, c'est le silence. Avec tous ces massacres qui se perpétrés sur le territoire de Rutshuru et Masisi, nous demandons à la communauté internationale de pouvoir faire tout pour ouvrir des enquêtes et condamner les coupables. Un tribunal pour le Congo devrait être inauguré pour juger les criminels qui ont commis des crimes de génocide depuis plus de 30 ans, 1994 à nos jours. Merci beaucoup, moi c'est le notable Memukanda. Et puis, une délégation du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion et stabilisation séjourne en ville de Béni, au Nord Kivu, dans une mission de suivi et évaluation d'un projet pilote en appui aux ex-combattants dans leur réinsertion communautaire mise en œuvre par la coordination du PDDRS Béni et ses partenaires. Ils ont été reçus par le maire de Béni, les commissaires supérieurs principal Niofondo, T. Kobale Jacob, suivi à ce sujet le chargé des stabilisations et reconstruction au PDDRS, Joseph Kassanda, qui conduit la délégation au micro de notre correspondant Joël Kamam. Regardez. Son Excellence, Monsieur le coordinateur national Abbé Jean Bosco Bala, nous a envoyé pour que nous puissions venir voir comment l'OIM, avec ses partenaires, sont en train de mettre en œuvre les projets pilotes. C'est un projet en appui aux ex-combattants, à l'appui à la réinsertion aux ex-combattants, ici dans la ville et le territoire de Béni. Et donc, il va s'agir d'aller sur le terrain et de voir comment les partenaires de mise en œuvre de l'OIM sont en train de travailler sur le terrain avec les bénéficiaires et les communautés, et comment l'OIM aussi, comme non seulement organisation d'exécution mais aussi de mise en œuvre, comment il met en œuvre son objectif, donc sa partie IMO, donc la haute intensité de la main d'œuvre. Et tout ça, nous allons voir, est-ce que c'est réalisé selon les approches PDDRCS, et si c'est pas réalisé selon les approches PDDRCS, à la suite de notre rapport, son Excellence Monsieur l'abbé Jean Bosco Bala, coordonnateur national du PDDRCS, fera des orientations techniques aux partenaires pour que prochainement la mise en œuvre soit effective. Le PDDRCS invite tous les groupes armés à faire la reddition et à rejoindre le processus, les PDDRCS. Ça, c'est le message du PDDRCS. Aller à la réserve armée de la défense, on n'y va que quand on a été désarmé et démobilisé. Donc, il faut passer par le PDDRCS. Et donc, nous invitons tous les groupes armés à nous rejoindre pour le processus du désarmement et de la démobilisation. Par la suite, ils seront intégrés dans leur communauté. Et puis l'invitation du directeur et chef des services de l'inspection générale de finances IGF, Gilles Alinguetti, par le procureur général près la Cour des comptes pour en savoir plus à la GECAMIN. Et pour en savoir plus, je voulais dire sur la dernière mission de l'inspection générale de finances effectuée à la GECAMIN est considérée comme une rébellion constitutionnelle par l'avocat Jeannot Lompepe, une compétence réservée exclusivement au président de la Cour des comptes, dit-il. Ainsi appelle par la même occasion le procureur de cesser rapidement avec ce qu'il qualifie de rébellion. Il a dit à Maxime Akabo. Suivez. Je pense que non, il ne s'agit pas d'un conflit qui est né directement au sein des institutions, comme vous le savez très bien. Dans notre pays, nous avons la Constitution, nous avons d'autres lois de la République qui organisent le fonctionnement de l'État. Alors, à ce qui concerne ce bras de fer entre l'IGF et les procureurs généraux après la Cour des comptes, moi je pense que non, le procureur général après la Cour des comptes doit cesser de créer inutilement la rébellion institutionnelle. C'est pas normal parce que si vous lisez la loi de 2018 sur portant composition et organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, vous allez voir que non, la compétence que le procureur général veut prendre maintenant, cette compétence-là relève plutôt du premier président de la Cour des comptes. Donc c'est à lui de prendre l'initiative, d'initier les enquêtes jusqu'à la fin. Donc c'est au premier président, ce n'est pas au procureur général. Après la Cour des comptes
de pouvoir initier, de faire des communiqués pareils. Et que cet communiqué-là même, et ce communiqué ternit même l'image de la Cour. Parce que si vous suivez très bien dans la loi est claire, n'est-ce pas, sur cette matière, relève du premier président et non du parquet. Parce que comme vous le savez très bien, il ne faut pas mettre la confusion dans l'opinion. Vous savez que dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle ça des juridictions ordinaires et des juridictions spécialisées. Notamment la Cour des comptes. Il y a la Cour des comptes, il y a les tribunaux de commerce, il y a notamment les tribunaux du travail et enfin, comment on appelle ça, les tribunaux pour enfants. Donc, ce sont des juridictions spécialisées. Et que dans ces juridictions spécialisées-là, il y a ce qu'on appelle ça une procédure spéciale. Donc, si c'était au niveau du parquet ordinaire, là on pourrait comprendre. Mais dans les cas échéants, je ne pense pas que non, la loi organique ne donne pas directement cette compétence-là au procureur général d'initier ces genres d'enquête. Donc, je ne t'appelle une fois de plus, les PG de cesser inutilement la rébellion. Tout à fait autre chose à présent, la participation d'un chef rebelle dans une célébration eucharistique. On en parle encore dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision avec la réaction de l'archevêque Ejibaya Mampia au communiqué de la conférence épiscopale nationale du Congo qualifiant d'incident inattendu l'intervention de Corneille Nangaa à la paroisse de Rutshuru. Pour Ejibaya Mampia, par cet acte, l'Église catholique envoie un message mitigé. Regardez. Et de l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. En réaction au communiqué de la SENCO qualifiant d'incident inattendu l'intervention de Corneille Nangaa pendant la célébration eucharistique à la paroisse de Rutshuru, l'archevêque Ejibaya Mampia d'indiquer qu'en tant que chrétien, il peut aller à la prière, les prêtres ne devraient pas l'accueillir et lui donner la parole, car par cet acte, l'Église envoie un message mitigé. Monsieur Corneille Nangaa, accueilli dans une paroisse, effectivement nous disons qu'en tant que chrétien, il peut aller à la prière. Nous ne lui refusons pas ce droit-là. Mais quand le prêtre l'invite à prendre parole, à s'élever avec tout ce qu'il représente pour notre pays, nous disons non. Nous disons que ce n'était pas approprié parce que là, l'Église envoie un message mitigé. Nous voyons, parce que le prêtre l'a accueilli, parce que le prêtre lui a donné parole, vous remarquerez que les gens étaient là pour l'applaudir. Et nous conseillons que nous sommes là en cette période. Toutes les églises, nous devons parler la nation. Nous devons réfléchir comment nous pouvons travailler pour la cohésion nationale. Mais un fils du pays qui a pris les armes sous la recommandation rwandaise pour tuer, pour violer, pour piller, l'accepter de prendre parole au sein d'une église, c'est un sacrilège. C'est pourquoi nous disons que la SENCO ne pouvait pas publier un communiqué disant, c'était par surprise. Tout lecteur averti, tout observateur averti trouve que ça n'a pas été un fait du hasard. Notre conseil, c'est de dire, politique de tous bords, voyons le Congo. Religieux de toutes les confessions religieuses, voyons le Congo. Et puis, plusieurs routes dans les Congos profonds se trouvent dans un état piteux, une situation qui ne permet pas aux usagers de ces routes de circuler aisément. C'est le cas de la route Akula-Gemena dans les Sud-Bangui et certaines routes dans les Kasaï où la population souffre pour son déplacement suite au délabrement des ponts. Dans ces les cas, nous en parle dans cet élément de reportage. Regardez. Le réseau routier est très important pour un pays et facilite la circulation des biens et des marchandises, notamment pour l'approvisionnement des centres de consommation. Mais le constat
et qu'en RDC, plusieurs routes de l'intérieur du pays se trouvent dans un état piteux et ne permettent pas aux usagers de circuler aisément. C'est le cas ici de la route Akula-Gemena dans la province du sud du Bangui, une route principale qui est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ce tronçon routier éprouvent d'énormes difficultés pour leur déplacement. Piétons, chauffeurs de taxis, motos et des véhicules sont tous bloqués à cet endroit et ne sachant pas comment traverser dans l'autre rive à cause de l'effondrement du pont de franchissement. Leur cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes. Un autre cas emblématique des difficultés de mobilité de la population congolaise, c'est dans le Kasaï où la population souffre énormément des mauvais états des routes et du délabrement des ponts. Regardez vous-même les routes, regardez les routes. Regardez les routes, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable ce que nous voyons chez nous ici au Kasaï. Ce point a un besoin et un besoin prioritaire. Et pour nous les Kasaïens, un besoin prioritaire, c'est la route. Compte tenu de l'importance des routes pour l'économie du pays et pour la mobilité de la population et de leurs biens, les autorités du gouvernement central et des gouvernements provinciaux sont appelées à trouver des solutions idoines et urgentes pour leur réhabilitation, d'autant plus que beaucoup des produits agricoles pourrissent dans le Congo profond à cause de l'état désastreux des routes, des dessertes agricoles et autres. Et ces constats dans les rues de la capitale de la République démocratique du Congo, où les conducteurs ne respectent pas le fait des signalisations, ainsi certains piétons ne savent pas décrypter le message que véhiculent ces panneaux de signalisation électrique. Constat établi par Blatinguinola et Annette Moutaba. Le désordre règne sur les routes de Kinshasa. Ceci suite au manque flagrant du respect du code de la route de la part de la plupart des chauffeurs. Outre le mauvais stationnement, le non-respect des voies à sens unique, les conducteurs ne respectent nullement les feux de signalisation installés sur les grandes artères de la ville de Kinshasa. Pas seulement les chauffeurs, certains piétons également ne savent pas décrypter les messages qui véhiculent ces panneaux de signalisation électronique. Quelques chauffeurs s'expriment à ce sujet. Ce désordre sur la voie publique favorise les accidents de circulation. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Georges Libengue en leur nom, ainsi qu'en concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est donc pris pour demain, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique, avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs. Merci.